Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue dans ce podcast. Sachez que derrière le poste, nous sommes en souffrance et en manque de caféine ce matin car nous enregistrons aux aurores. Alors si vous nous écoutez à une heure plus avancée, n'oubliez jamais que le futur appartient à ceux qui se lèvent tôt ou à ceux qui ont leur sac de couchage au bureau comme Elon Musk dans l'usine Tesla. De toute façon, ici, on ne dort plus car nous sommes inconsolables en l'absence de Guillaume, qui, à défaut d'animer ce podcast avec sa voix de crooner légendaire, prépare les festivités de son mariage. Félicitations à lui. Dans cette émission que la coutume veut qu'on appelle Acturfu, nous allons revenir sur l'actualité du mois de juin. Je rappelle le principe, nous sommes 3 autour de cette table et nous allons présenter chacun 2 sujets avant de décider, à l'issue d'un débat sans pitié mais toujours juste, de ce qui est historique ou de ce qui est anecdotique. De quoi se rappellera-t-on dans 10 ans et qu'aura-t-on oublié dans 6 mois? Quel sera le prochain 12 juillet 98 et quelle date restera aussi terne qu'un 25 juin 2018 de match nul contre les Danois? Ce sera tout pour les références footballistiques car je risquerai d'encourager mes camarades qu'il me reste à saluer. En face de moi, Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Annabelle. Et à ma droite, Vincent Luquez. Salut Vincent. Salut Annabelle. Donc on va commencer avec toi Vincent, tu vas nous parler d'exolunes. Alors les exolunes, c'est un peu comme les exoplanètes, mais avec des lunes. Donc exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors du système solaire. Donc là, on parle de lunes qui, elles-mêmes, tournent autour de planètes en dehors du système solaire. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez? Tout va bien. Et il se trouve qu'à l'université de Californie à Riverside, on s'intéresse de près aux exolunes. Dans un communiqué qui date du 30 mai, des chercheurs ont annoncé qu'ils allaient publier une étude qui, elle, n'est pas encore publiée, mais comme le communiqué est sorti, je me suis dit que ça ferait une belle actu de début de mois de juin. Ils ont annoncé en fait avoir identifié, grâce au satellite Kepler, qui a été lancé par la NASA en 2009 spécialement pour étudier les exoplanètes, eux se sont intéressés aux planètes qui pouvaient avoir leur propre lune. Donc ils ont trouvé 121 planètes géantes gazeuses. Chacune aurait plusieurs lunes en orbite. Pourquoi c'est important? Parce que ces chercheurs écrivent que ces exolunes auraient de très très grandes chances d'abriter la vie. En fait, ils écrivent même que ces lunes seraient super habitables, c'est-à-dire qu'elles seraient plus favorables à la vie que la Terre elle-même. Alors ça peut paraître fou, ça s'explique parce que justement ces lunes remplissent plusieurs conditions. Alors pour faire simple, la vie dans l'univers, d'après ce qu'on en sait en tout cas, serait possible en remplissant 3 conditions. Il faudrait qu'on ait une présence d'eau liquide à la surface des exoplanètes ou exolunes. Il faudrait qu'il y ait des minéraux qui pourraient, eux, agréger les molécules qui se transformeraient en molécules organiques et après en molécules vivantes. Et il faudrait de la chaleur, ou en tout cas de l'énergie, pour que tout ce petit beau monde puisse... Ils ont les 3 donc. Voilà. Et donc ces 3 choses-là... 3 conditions remplies. D'habitude, c'est compliqué à trouver parce que notamment la chaleur et du coup l'eau liquide peut se trouver seulement dans une fourchette très réduite de distance à l'étoile. L'exoplanète doit être vraiment ni trop proche de l'étoile, sinon c'est juste du gaz et de l'eau qui ne peut pas devenir liquide, ni trop éloigné, sinon c'est évidemment une planète qui, déjà si elle a de l'eau, c'est assez miraculeux, mais en plus il faut qu'elle ait, ce serait qu'un océan de glace ou un océan gelé. Pour les exolunes, c'est différent, parce qu'en fait, même si elles sont plus éloignées de leur soleil, en fait, elles seraient réchauffées par leur planète. C'est-à-dire que les planètes très massives, alors on parle de géantes gazeuses, donc un peu de la taille de Jupiter, ou des choses vraiment bien plus massives que la Terre, pourraient créer un effet marée-moteur, c'est-à-dire générer des marées comme la Lune avec la Terre finalement. Et cette force de marée a le potentiel de créer de la chaleur en fait interne à la Lune. C'est ce qui se passe dans le système solaire, puisque les lunes, on a déjà parlé sur Ouzbek Erika, de Encelade, la lune de Saturne, ou Europe, la lune de Jupiter, sont déjà des lunes sur lesquelles on a découvert des geysers d'eau qui émergeaient à travers la surface gelée de ces lunes. Donc elles sont gelées en surface parce qu'il fait très froid, c'est très loin du soleil, mais comme il y a une chaleur interne provoquée par la proximité de Jupiter qui réchauffe cette planète, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement un océan énorme souterrain présent sous ces lunes. Donc la NASA est très intéressée pour aller y fouiller un peu, voir si de la vie pourrait être présente. Et c'est un peu pareil pour toutes ces exolunes. On suppose qu'elles pourraient remplir facilement les conditions d'habitabilité.
Et quand tu nous parles de vie, tu veux dire quoi? Alors je veux dire soit des petits gris, soit des géants verts, soit tout ce que tu veux. Très bien. Plus probablement des petites bactéries, Ouais. des petits microbes qui flottent à la surface de l'eau. Enfin, en fait, on n'en sait rien. De toute façon, tout ça est très spéculatif. Mais ce qui est hyper excitant, c'est qu'en fait, ces découvertes se multiplient. On découvre quasiment une exoplanète par jour aujourd'hui grâce au progrès des télescopes et des techniques de détection. Et on détecte maintenant avec ces exolunes, on décuple encore les chances de trouver de la vie ailleurs. Et donc voilà, on a découvert aujourd'hui quelques milliers d'exoplanètes. On suppose, d'après les calculs des scientifiques, qu'il y en a des millions dans l'univers. Et voilà, avec ces exolunes, on se rapproche du moment où potentiellement on trouvera le premier microbe extraterrestre, voire des formes de vie plus évoluées. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est une nouvelle historique parce que ça montre qu'on se rapproche vraiment de quelque chose d'assez fabuleux. Blaise, est-ce que tu es convaincu par les arguments de Vincent? Toujours. Mais ça ne m'étonne pas. Par provocation, je vais dire anecdotique, parce qu'en fait, comme le disait Vincent, il y a des milliers d'exoplanètes. Maintenant, on va découvrir des milliers d'exolunes. Mais oui. Et en fait, pour moi, l'historique sera au moment où on trouvera vraiment ce petit gris, ce géant vert. C'est un historique d'espoir, en fait. Voilà, exactement. C'est un anecdotique qui est lié un peu à... Non, mais il peut y avoir un effet de lassitude, en tout cas pour les gens qui ne sont pas le nez dedans et qui ne sont pas dans ces programmes de recherche. Comment peux-tu parler de lassitude quand on parle de ce genre de choses? Combien de fois j'ai écrit le mot exoplanète dans Uzbek Erika en le mettant en historique et on attend ça, en fait, on attend tous ça. Mais pour l'instant, on est toujours dans la possibilité que... Alors là, c'est vrai que ça se resserre, mais je vais dire un anecdotique, plus de provocation et de mauvaise foi et plein d'espoir pour découvrir une vie extraterrestre. Vincent, je vais te donner un historique, comme ça on supprime ce cynisme. Oui. J'ai vu la passion dans tes yeux. Voilà. J'aime bien aussi quand tu nous parles de protoplanètes et de ces petits bébés planètes. Donc il me semble, selon mes calculs, que nous avons un historique. C'est historique. Merveilleux. Merveilleux. Blaise, tu vas nous parler de Suède. Eh bien oui, parce que début juin, 4,8 millions de Suédois ont eu l'agréable surprise de recevoir dans leur boîte aux lettres un petit livret de 20 pages à la couverture rouge et orange, sobrement intitulé « En cas de crise ou de guerre ». Tout simplement. Petit cadeau du gouvernement suédois, édité en 13 langues pour que leurs concitoyens, les Suédois, puissent s'informer sur le détail des mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. Donc, où se trouvent les abris, quels aliments il faut stocker, comment reconnaître un signal d'alerte, comment localiser un abri antiaérien, à quelle source d'information se fier. Donc, la question des fake news aussi à aborder. Comment construire une cabane dans son salon pour lutter contre la chute rapide des températures. Ils envisagent tous les scénarios, notamment celui où l'électricité, le chauffage, l'eau courante sont coupés, pas de réseau de téléphone, pas d'internet, pas de transport, pas de réseau bancaire. Et comment on peut survivre une semaine sans aucune aide extérieure. C'est ça le manuel des castors juniors. C'est les castors juniors, mais version 3e guerre mondiale. Très bien, très rassurant. Donc ce livret fait aussi la liste des menaces crédibles auxquelles le pays scandinave est aujourd'hui exposé. Guerre, attentats, cyberattaques, accidents graves et catastrophes naturelles, je l'ai dit. Et Christina Anderson, donc, qui est responsable de l'édition du livret, nous dit « Nous devons nous préparer à faire face quand la société ne fonctionne plus comme elle le devrait ». Donc c'est Voilà, ils mettent les pieds dans le plat. La Russie n'est pas citée dans le fascicule, mais les responsables suédois craignent évidemment une agression, en fait un conflit ouvert entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et tout ça a l'air plutôt amusant, rubrique insolite et un peu folklorique, mais je pense que l'envoi de cette brochure est historique pour au moins 2 raisons. D'abord parce que des livrets similaires avaient déjà été envoyés à 5 reprises entre les années 40 et 1987. Mais on était en pleine guerre froide. Et l'envoi de ce nouveau fascicule, il intervient 2 mois après l'annonce par le gouvernement suédois du rétablissement du service militaire, 7 ans après sa suppression, à partir de la rentrée prochaine. Et les Suédois craignent, vraiment, je l'ai dit, un conflit militaire entre la Russie et l'OTAN, surtout depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, qui a fait très peur à la Suède. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle avait déjà rétabli sa doctrine militaire de défense totale, fondée sur la coordination entre systèmes de défense militaire et civile. Et là aussi, c'est un programme qui avait été abandonné au moment de la fin de la guerre froide. Donc on est vraiment dans une espèce de retour vers le futur, enfin vers le passé en l'occurrence, mais qui pourrait être un futur militaire. Et puis l'autre argument qui pour moi est fort, c'est qu'on est dans une forme de survivalisme d'État assumé. Le Monde a fait un papier sur le sujet, il raconte que le MSB suédois, donc les services de sécurité civile suédois, ont invité en mars dernier Hermann Geijer, un garçon spécialiste de la survie en cas d'attaque zombie,
pour discuter de son sujet de prédilection devant un parterre d'élus et de fonctionnaires qui sont chargés d'organiser la défense civile. Alors évidemment, les morts-vivants n'étaient qu'un prétexte pour évoquer les comportements humains dans une société apocalyptique, mais je pense que c'est un signal quand même fort que le survivalisme sort du bois, c'est le cas de le dire, et n'est plus une lubie de parano qui attendent que ça pète, mais devient une doctrine d'État. Alors le terme n'est pas employé, on est dans une sorte de prévention au cas où, mais je trouve qu'il y a voilà, pour moi c'est un signal, on entre dans un nouveau moment de l'histoire. Très bien. Moi, je vais te donner un historique aussi. J'avais vu passer le titre sur Internet, de la façon dont on s'informe aujourd'hui. J'ai vu passer le titre, mais là, avec les détails historiques, et voilà, j'attends qu'on vienne nous parler de zombies devant le Parlement. Vincent. Oui, je suis convaincu aussi. Je suis facilement convaincu quand on parle d'apocalypse. Donc là, je suis très convaincu par les arguments de Blaise. La petite fibre apocalyptique et Titi est là. Ouais. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est, disons, un historique symbolique parce que ça rejoint tout un ensemble de signaux anxiogènes en Europe en ce moment, dont Blaise a parlé, puis aussi toute la montée des extrêmes droites et quasiment des néo-fascistes en Italie. Donc ça crée tout ça un climat bizarre et malheureusement, ça pourrait être un espèce de symbole de cette montée de choses pas très glopes. Voilà, donc historique, pas très globe pour moi. C'est historique. Très bien, Madame Google. Je vais enchaîner avec Elon Musk, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une obsession en ce moment. On ne parle jamais assez d'Elon. On ne parle jamais assez d'Elon. D'un mail envoyé par Elon à tous les employés de Tesla pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'était le 16 juin. Un peu avant minuit. Si vous travailliez chez Tesla, vous receviez un mail d'Elon avec en objet « Some concerning news ». Donc là, vous étiez un petit peu affolé. Mais Elon, dans le mail, vous explique qu'un traître se cache au sein même de Tesla, un saboteur. Qu'a-t-il fait, ce saboteur? Il a changé le code du système de fabrication de Tesla en empruntant de faux noms d'utilisateurs et exporté quantité d'informations ultra sensibles à des parties tierces inconnues. Donc le saboteur en question a avoué, et dans ce premier mail, Elon Musk dit qu'il a agi, ce saboteur aurait agi en réaction à une promotion qu'il n'a pas obtenue. Mais ce qui est assez marrant à lire donc, dans ce mail qu'on peut retrouver intégralement reproduit, je ne sais plus sur quel site américain, mais il invite tout le monde à se méfier car, comme vous le savez, une longue liste d'organisations désire la mort de Tesla. Donc là, on pourrait croire qu'il entre un peu dans un petit trip parano, mais en fait, il n'a pas tort, Elon, car en effet, beaucoup de gens en veulent à Tesla, que ce soit les spéculateurs de Wall Street qui ont parié des milliards de dollars sur la chute de Tesla, qui n'arrive pas malheureusement pour eux, et les industries pétrolières et du gaz qui n'aiment pas trop non plus les avancées de Tesla sur l'énergie solaire et les voitures électriques. Donc ça, c'était le début de l'histoire, mais 4 jours après, notre saboteur sort du bois lui aussi, et un certain Martin Tripp parle aux médias, il parle à CNN et il dit je ne suis pas un saboteur, je suis un lanceur d'alerte, je n'ai pas piraté le système et il fallait que j'informe le monde de plusieurs choses. Il dit Tesla a produit un nombre incalculable de déchets lors de la fabrication de la Model 3, donc c'est la voiture grand public. Il dit que des batteries endommagées ont été placées dans des voitures en circulation. Il accuse Musk d'avoir menti aux investisseurs sur le nombre de véhicules produits. Donc voilà, il dit je me fie complètement de la promotion, je ne suis pas si intelligent, je ne sais même pas coder. Donc voilà, il y a des échanges assez savoureux entre Musk et ce Martin Tripp où ils s'insultent mutuellement et Musk lui dit you're a horrible human being. Donc je vais évidemment dire que c'est anecdotique, mais je vais le rattraper par un historique sur ce qui est historique, c'est quand même, enfin pas historique, mais en tout cas le côté secte de Tesla qui est quand même assez incroyable, avec le gourou Musk qui a annoncé, dans l'espoir de réduire les coûts, un plan de licenciement avec près de 4000 personnes qui vont être licenciées. Mais on a vu pleuvoir sur Twitter des messages d'hommage et de remerciements de ces personnes qui sont licenciées et qui disent « c'est la bonne chose à faire pour l'entreprise, je ne regrette pas d'avoir tout donné ». J'encouragerai Tesla jusqu'au bout, c'était pour le bien de l'ensemble de la mission. Donc je dis historique car ce pouvoir rassembleur du gourou Musk est quand même assez fascinant. Moi, je suis un peu sceptique sur ce Martin Tripp.
Je pense Ce pas que... lanceur d'alerte. Ouais, voilà. C'est un faux lanceur En d'alerte. fait, je pense pas que l'histoire retiendra son nom. Enfin, on en reparlera dans Il y a un 30 nom qui ans. parle mais- pas pour lui, le pauvre aussi. Ouais, C'est- c'est vrai. Martin Déjà, Tripp. ça Ça se va aide très pas. bien. C'est pas Edward Snowden. Et je pense que l'étiquette lanceur d'alerte a bon dos pour régler un problème Ouais, qui c'est m'a l'air magique. quand même d'être un problème de promotion et un problème de frustration, on va dire, professionnelle. C'est ce que je disais, tu défends Musk. Non, tu je défends pas Musk. Je sais très bien qu'il harcèle ses collègues. Et je sais très bien que c'est un odieux personnage. Mais je pense que. Et je sais très bien qu'il a les yeux plus gros que le ventre, surtout avec Tesla, où il a fait des annonces qui étaient disproportionnées par rapport à la réalité des deadlines qu'il pouvait tenir. Mais je pense que j'ai évidemment beaucoup savouré cette histoire. Qu'on a chroniquée sur le site d'Uzbek, mais je pense que malheureusement c'est relativement anecdotique. Oui, je le sais, mais bon. Vincent. Moi, par principe, je veux dire historique parce que je trouve ça bien qu'on sorte un petit peu de cette espèce de fascination. Enfin, on n'en sort peut-être pas, mais en tout cas, il y a une espèce de fissure comme ça dans la fascination médiatique pour Musk. Et effectivement, c'est un odieux personnage. Je vous conseille le très bon portrait de Libération il y a quelques semaines sur Elon Musk, qui montre un peu. Alors, vous connaissez ma fascination pour l'espace et j'adore tout ce que fait Elon Musk pour partir à la conquête de Mars, mais au-delà de ça, le personnage est quand même assez odieux. Il y a toute une fable autour de ces entrepreneurs fabuleux de la Silicon Valley. En fait, non, ce sont des grands requins aux dents longues qui n'ont pas beaucoup de conscience sociale ni de conscience très humaniste. Donc, je pense que Martin Tripp mérite d'être écouté. Très bien. C'est historique. C'est historique, bah oui, oui. Romaine me regarde avec un air interrogatif, mais oui, allons-y sur un historique, soyons fous. Vincent, tu gardes la parole et tu continues et tu vas nous parler de ce fabuleux service Eh oui, d'automobile en partage qui est en train de disparaître. Autolib à Paris disparaît. C'était dur à dire. Alors, c'est pas aussi glamour que des Tesla, mais les Autolib étaient des petites voitures électriques toutes mignonnes qui promettaient de réduire la pollution et d'améliorer le trafic en ville. Malheureusement, ça disparaît pour une sombre affaire de contrat entre Bolloré et le syndicat une centaine de villes en fait avec Paris qui gérait ces Autolib. Et en fait, le service était en déficit permanent depuis son lancement. Les Autolib ont été lancés en 2011. À Paris, puis en s'étendant au fur et à mesure, il y avait 4000 Blue Cars, c'est comme ça qu'on appelait ces belles voitures bleues, enfin belles, je ne vais pas non plus en faire trop, mais ces voitures électriques en tout cas. Alors pour les chiffres, on avait totalisé 25 millions de trajets quand même depuis 2011 avec ces voitures. Et 150 000 abonnés actifs aujourd'hui, donc qui vont être sur le carreau, qui vont être obligés de prendre le métro ou de racheter une voiture. Donc ça marchait pas si mal. Ça marchait pas si mal, mais alors ce qu'a dit Bolloré, c'est que en fait ils avaient misé trop gros sur les trajets interbanlieues ou sur les trajets Paris-banlieue. En fait, ils avaient surtout des petits trajets et n'ayant pas de gros trajets, les voitures n'étaient pas rentabilisées. Donc le Bolloré réclamait, prévisionnait en tout cas qu'il y aurait 293 millions d'euros de déficit d'ici 2023, c'est-à-dire la fin du contrat officiel avec la ville. Et donc il demandait beaucoup d'argent à la ville de Paris et des autres communes qui, elles, refusaient parce qu'elles disaient qu'en fait il n'y avait pas de raison de payer en avance un déficit qui ne serait pas forcément acté. Enfin bref, il y avait plein de choses assez complexes entre les deux. Et du coup, le syndicat Autolib Vélib Métropole, qui regroupe cette centaine de villes, a voté la résiliation le 21 juin du contrat avec Bolloré, et donc les Autolib disparaîtront le 31 juillet prochain. Voilà, donc c'est la brutal, fin de. Hein, c'est assez rapide, brutal, notamment pour les salariés, pour les utilisateurs, mais surtout pour les quelques centaines de salariés qui sont chez Autolib. Pour moi, c'est quand même anecdotique parce que, en fait, c'est un mouvement qui traduit une espèce de soit de scoumoun, soit de mauvaise gestion, suivant comment on interprète les choses, de la ville de Paris, après l'énorme fiasco du Vélib, du changement d'opérateur pour le Vélib. Ça traduit encore il faut savoir aussi que Bolloré reproche beaucoup à la ville de Paris de ne pas avoir écouté les nombreuses alertes lancées depuis 2 ans, les nombreuses propositions de permettre l'utilisation des couloirs de bus, par exemple, pour les Autolib. Tu veux dire que Bolloré était un lanceur d'alerte ? Bolloré était un peu... On pourrait l'appeler Bolloré Trip, peut-être, pour relancer un petit peu. Voilà, mais non, ça reste très localisé et très parisiano-centré. Excusez-nous, chers auditeurs venant de la France entière et d'Ouzbékistan. Ça concerne quand même le futur de la ville au sens global. Ça concerne le futur de la ville, exactement, mais le futur de la ville est quand même bien embarqué pour tout ce qu'on appelle comme ça économie d'usage et nouvelle mobilité plus souple et moins polluante, parce qu'en fait ces voitures et ce système d'autopartage est en pleine expansion dans le monde. J'ai trouvé une étude de l'an dernier de Berg Insight, un institut, qui prévoit qu'entre 2017 et 2022, on triple en fait le nombre de véhicules partagés dans le monde, qui passerait de 214 000 à 700 000, et on atteindrait 60 millions d'utilisateurs. Donc avec des grandes villes, il y a
plein de villes dans le monde, même en France en fait, qui s'intéressent à ça, et plein d'opérateurs. Il y a aussi, même pour Paris, déjà des Renault ou Peugeot ou d'autres constructeurs qui sont intéressés pour relancer des services de véhicules autopartagés. Donc je pense quand même que c'est l'avenir du véhicule en ville, pour plein de raisons. On connaît tous les problèmes de pollution, de climat, sans compter les simples problèmes d'embouteillage dans la ville. Donc les voitures partagées peuvent être une bonne solution. Mais voilà, c'est un fiasco parisien, mais qui, je pense, va à l'encontre de l'histoire, qui sera une histoire de véhicules partagés. Blaise. Eh bien, je pense que c'est effectivement anecdotique, car ils n'ont pas anticipé le truc. C'est la brutalité effectivement de l'annonce en fait, qui donne l'impression que c'est historique, mais en fait c'est un conflit assez classique. Il y a une concurrence aussi d'autres modes de transport, tu l'as un peu dit, avec les VTC, avec les scooters en libre service maintenant, qui marchent pas si mal. C'était beaucoup la défense de Bolloré, de dire effectivement que c'était les VTC qui avaient causé la... Oui, ils ont bon dos les VTC. Hein. Ailleurs ça fonctionne, donc a priori c'est pas forcément que ça. Mais, c'est pour se constituer son image de lanceur d'alerte. C'est ça. Mais non, je pense que c'est assez anecdotique. Ça a beaucoup fait parler, beaucoup fait écrire, mais je pense qu'en fait c'est un tout petit événement à l'échelle de l'histoire du transport en France et dans le monde. Je vais dire que c'est anecdotique aussi, mais c'est quand même assez désolant. Enfin, voilà, si on se projette plus dans le futur de la ville où les véhicules partagés seront l'avenir et nous sauveront la qualité de l'air. Donc, gros fiasco, aussi désolant que les Vélib. Donc, anecdotique, mais consternant. C'est anecdotique. Alors, je perds le fil, mais non, c'est Blaise en face de moi. Tu vas nous parler de fake news. Je vais vous parler de fake news, plutôt du projet de loi sur les fake news porté par le gouvernement. Là aussi, français. Ça a beaucoup, oui, français. Ouais. Ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup agité, je ne vais pas dire le monde, mais la France depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne présidentielle 2017, un mois ou deux avant l'élection. C'était il n'y a pas si longtemps, on apprenait qu'Emmanuel Macron possédait un compte aux Bahamas. Quoi ? Un compte offshore, enfin. Et c'était évidemment une des nombreuses fake news qui avaient circulé pendant cette campagne, et qui avait surtout circulé pendant la campagne quelques mois plus tôt aux États-Unis, qui avait vraiment donné au sujet des fake news une visibilité médiatique nouvelle. Et dès son élection, Macron avait promis une loi sur le sujet, une loi forte et un texte qui arriverait vite. Alors il a tenu parole sur les délais, mais sur le contenu c'est plus compliqué. On est un an pile après l'élection, le texte est là, et on a donc une proposition de loi sur, je cite, proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, c'est l'appellation officielle, déposée donc en juin, il y a quelques jours, par le groupe La République En Marche. Donc l'intention est louable, combattre les fake news. Le problème, c'est que le travail était un peu bâclé, pour au moins 3 raisons. La définition de la fausse nouvelle, donc de la fake news, est très vague. Elle est décrite comme toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Et donc, en fait, tout le débat, et plein de journalistes l'ont soulevé, c'est qu'est-ce qu'un élément vérifiable ? Il y a plein d'informations qui sont des informations, mais qui ne sont pas forcément des éléments vérifiables. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme élément ? Ça, c'était une première limite. Deuxième limite du projet de loi, le dispositif prévu est étrangement limité au moment, je cite, précédant une élection nationale. En fait, c'est les 2 ou 3 mois, on verra dans le texte final, mais c'est les 2 ou 3 mois qui précèdent l'élection. Donc en fait, c'est YOLO pendant 4 ans. Et puis, pendant les 3 mois avant l'élection, tout d'un coup, on serre la vis, quoi. Et puis, troisième limite, un candidat ou un électeur pourrait saisir directement un magistrat pour demander la suppression d'un contenu. Donc tout le monde a parlé de tribunal des fake news, et un magistrat aurait ensuite 48 heures pour interdire la diffusion d'une nouvelle en vertu de l'absence d'éléments vérifiables, on revient à la première limite, de nature à la rendre vraisemblable. Donc comment déterminer le vrai du faux en 48 heures pour un magistrat qui est en plus pas forcément hyper spécialisé, à qui il fait appel, est-ce qu'il faut des journalistes agréés par l'État, approved by Emmanuel Macron pour contre-checker les infos. Donc là on a 3 points, mais il y en a plein d'autres qui posent problème. Alors résultat, les Républicains, la France Insoumise et le Front National font front commun, une fois n'est pas coutume, contre ce texte qui semble déjà un peu morné. Les uns dénoncent une loi liberticide sur le côté contrôle de l'État, d'autres disent que c'est un texte inutile. Il y a effectivement déjà beaucoup de dispositions qui sont prévues dans la loi sur la liberté de la presse, en fait, sur le sujet.
Et au final, on a l'impression qu'il n'y a que des détracteurs. Même les voix au gouvernement et chez les députés En Marche sont très discrètes sur le sujet. C'est un peu passé en loose day, ce projet de loi. Et en plus, des dizaines d'amendements qui ont été déposés qui vont vider le texte du peu de substance qu'il avait déjà. Donc je pense que le texte final... C'est mal parti. Voilà, c'est mal barré. Ouais. Intention louable, mais bon gros fail en prévision, quoi. Donc pour moi, c'est anecdotique. Vincent. Oui, moi je pense que c'est historique que Blaise Mao emploie le terme YOLO en direct sur le podcast. Donc rien que pour ça, il l'a adopté il y a quelques mois. Voilà, c'est vrai que c'est un terme qui tombe beaucoup à la rédaction, mais c'est bien de le mettre officiellement sur la table. Je trouve ça assez courageux de ta part. Merci. Donc, et au-delà de ça, c'est assez... bon, je sais pas si c'est historique ou anecdotique, mais en tout cas, c'est assez révélateur que ce gouvernement... que je trouve assez inquiétant avec la liberté de la presse, qui est assez YOLO avec la liberté de la presse de façon globale. Il y a aussi la loi sur le secret des affaires qui est très inquiétante pour le fonctionnement de la presse et les lanceurs d'alerte. Donc là, le fait que ça passe pas, c'est plutôt une bonne chose, parce que cette fascination jupitérienne pour un pouvoir très autoritaire est assez inquiétante, trop inquiétante à mon goût. Voilà, donc... Je sais pas si donc tu dis anecdotique ou historique? Historique, mais je sais pas trop si ça rentre là-dedans. Mais voilà, c'est pour dire que c'est grave. Très en fait. bien. Voilà, historique pour le YOLO de Blaise. Exactement. Je vais dire anecdotique parce que ça paraît quand même encore plus mal barré que ce que je pensais. C'est ce que tu nous racontes. Après, tous les pays européens essaient de sortir leur loi. Il y a une loi en Allemagne notamment. Il y a une loi en Allemagne qui est particulièrement ouais. répressive et plus répressive sur Facebook aussi. Là, je ne sais pas ce qui est prévu, mais c'est quand même tellement la façon dont ces fake news sont diffusées qu'autant agir d'abord sur Facebook et autres plateformes sur lesquelles on reçoit ces fake news plutôt que de s'inventer un tribunal avec un magistrat qui en effet comment il va travailler quoi en 48 heures en plus bon. Donc voilà, après l'intention est louable comme tu dis. Donc est-ce qu'on abandonne Non mais c'est vraiment ça part d'une bonne intention et c'est une tentative de réponse mais qui moi me paraît bâclée quoi. C'est ça surtout je trouve qu'ils n'ont pas assez pris de hauteur sur le sujet, quoi. C'est ça la vraie limite. Donc on part sur un anecdotique, il me semble. C'est anecdotique. Je vais vous proposer un historique pour terminer. Je vais vous parler de l'Irlande, qui le 25 mai dernier a dit oui à plus de 68% à la légalisation de l'IVG lors d'un référendum. Je vais refaire. Donc, je voulais vous parler de l'Irlande qui, le 25 mai dernier, a dit oui à plus de 68% à la légalisation de l'IVG. Lors d'un référendum, c'était un vote très important dans ce pays qui est un des plus restrictifs et répressifs en Europe en matière d'avortement, enfin qui était. L'avortement était passible de la prison à vie entre 1861 et 2013 et de 14 ans de détention depuis. Et le 8e amendement de la Constitution, qui avait été introduit en 1983, interdisait l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, même en cas de malformation. Juste depuis 2013, l'IVG n'était plus interdit en cas de risque mortel pour la mère. Parce qu'il y avait une affaire très médiatique où une femme qui était morte après avoir été empêchée d'avorter, donc ça avait relancé le débat et avait été donc apporté cette petite modification. On disait en cas de risque mortel de la mère, d'accord. Donc un vote historique qui rompt avec des siècles d'interdiction. Et c'est une libération pour beaucoup de femmes qui ont vécu des drames pendant des années avec des situations quand même aberrantes, avec des grossesses pathologiques ou qui résultaient d'un viol et qui devaient être poursuivies. Et on estimait que quelques 5000 Irlandaises devaient chaque année aller au Royaume-Uni pour avorter. Donc là, elles vont pouvoir rester chez elles et avoir un accueil médical et sûr dans leur pays. Et je vais ajouter aussi la décision également historique en Argentine où le 14 juin, les députés argentins ont voté la légalisation de l'IVG qui était aussi passible là-bas de 4 ans de prison depuis plus d'un siècle. La loi a été approuvée de justesse, 129 voix contre 125 après 23 heures de débat. Et surtout, elle doit encore passer devant le Sénat qui est réputé plus conservateur avant d'être définitivement adoptée. Donc là, on n'est pas comme en Irlande, c'est pas un oui. Les choses ne sont pas gagnées, mais en Amérique du Sud, c'est un grand pas que l'Argentine légalise l'IVG. Donc je dis pour toutes ces raisons historiques. C'est d'autant plus historique que le sujet ne fait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire, même en Europe, dans la vieille Europe, où on voit que dans des pays de forte tradition catholique comme la Pologne et l'Italie,
Je crois que le gouvernement polonais est en train d'étudier, de mettre de nouvelles restrictions sur la possibilité d'avorter. Et puis l'Italie, c'est affligeant aussi. On avait un chiffre comme quoi 70% des médecins italiens faisaient jouer une clause de conscience pour ne pas avorter. Certains hôpitaux font jouer une clause de conscience qui est plus ou moins illégale, puisqu'en fait, ils jouent sur la loi italienne qui permet individuellement de refuser, mais ils expliquent que c'est l'établissement qui refuse. Je crois que c'était Le Monde qui avait sorti ce chiffre de 90% des médecins en Sicile. En Sicile, oui. Qui refusent d'avorter. Donc on voit qu'il y a encore c'est pas du tout évident, quoi. Il y a encore un énorme travail à faire. Donc c'est évidemment historique et effectivement la force symbolique en plus de l'Irlande pour son histoire et son rapport à la religion fait que cette annonce est très loin d'être anecdotique. Vincent ? Oui, je suis d'accord, évidemment historique. C'est un combat fondamental aussi pour le droit des femmes, comme tu le dis, Blaise, qui est loin d'être gagné même en Europe. Enfin, même en France, on voit des campagnes insupportables de propagande anti-avortement, tout aussi axées sur les fake news. On pourrait combiner les thèmes que sur de la désinformation. Et puis le droit des femmes, de façon globale, est loin d'être une chose gagnée. On voit en parallèle ce qui se passe en Iran, où les femmes ont juste le droit exceptionnel d'aller dans les stades pour voir des matchs. Donc, on voit tout le côté pathétique de ce genre de mesures et à quel point on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir des bonnes nouvelles en la matière de temps en temps. Donc, historique. C'est rare, mais c'est historique. C'est historique. Eh bien, c'était notre dernière historique. Je vais donc conclure en vous remerciant de nous avoir écoutés, en espérant que vous allez écouter la prochaine émission si vous êtes en vacances ou dans une autolib avant qu'il ne soit trop tard, ou sur une exolune, ou n'importe où vous aimeriez partir. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour des aventures pas encore définies, il me semble. Bientôt. Mais à très bientôt, merci.